La porte d'entrée ne ferme plus. Dans le mur, une énorme fissure. Et ça cogne dans la cage d'escalier. Ce matin du 5 novembre, un locataire filme. Il est inquiet. À cet instant, il n'imagine pas que ces coups sont peut-être ceux d'un voisin, piégé dans son appartement, la porte coincée. En une nuit, de nouvelles fissures sont apparues. On a l'impression que le sol est en train de couler. Il ne se doute pas que dans exactement 21 minutes, son immeuble va s'effondrer. Ces images sont destinées à son syndic. Casse avec la cuisine. Faut déjà plus fermer la porte. Le locataire veut les convaincre d'intervenir au plus vite. Décalage ici, plusieurs centimètres. Il est 8h45. La catastrophe est imminente. Il y a une urgence. Clairement. Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus. Voilà, un décalage ici. En quelques heures, ça s'est aggravé. Ça empire. Celui qui a filmé sans le savoir l'agonie de l'immeuble de la rue d'Aubagne, c'est Abdelghani Mazid, 33 ans. Le regard toujours inquiet quand il revient sur les lieux 2 semaines après. Ces dernières minutes passées à l'intérieur sont fixées dans sa mémoire, avec les sensations qui vont avec. Lorsque vous ressentez physiquement, par exemple, le sol, où vous avez le sol qui n'est plus du tout solide, plus du tout stable, on a vraiment l'impression que ça bouge et que c'est assez fragile. Oui. À aucun moment vous vous dites c'est en train de s'effondrer, il faut que je fuis. À aucun moment, je pense réellement que vraiment ça allait s'effondrer dans les minutes, mais vraiment dans les minutes qui suivent. À 8h51, Abdelghani fait une dernière vidéo. Les murs de l'entrée s'effritent sous ses yeux. Il part immédiatement alerter son syndic. Voilà, ça s'effondre. Soudain, un immense fracas. Il est 9h09. Son immeuble est parti en poussière. Affolés, tous les passants appellent les secours. 67 rue d'Aubagne, Celui-là, il menaçait, il faut l'évacuer. Ouais. Rapidement les pompiers et pour évacuer également le 69. Il paraît qu'il y a des passants qui étaient Comme un séisme, en plein cœur de Marseille. 2 bâtiments de 5 étages, réduits à un tas de gravats, en quelques secondes. Pendant 5 jours, Marseille vit au rythme du décompte macabre des victimes. 8 corps sont finalement découverts. 8 locataires morts, ensevelis sous leur immeuble. Marseille s'effondre et ses habitants s'indignent. Honte, colère, rage. Les mots sont forts. Contre la mairie, contre les propriétaires. Tous dénoncent l'insalubrité dans laquelle vivaient Simona, Marie-Emmanuelle, Ouloum, Chérif, Fabien, Julien, Papé et Taher. Les Marseillais veulent comprendre comment des immeubles ont pu s'effondrer en plein cœur de la 2e ville de France. Le drame de la rue d'Aubagne s'est joué dans le quartier de Noailles. Le centre historique de Marseille, à 300 mètres du Vieux-Port. Un quartier populaire où vivent familles d'immigrés et étudiants fauchés.
Il est connu pour ses rues commerçantes, mais aussi pour ses vieilles bâtisses délabrées. Un concentré de pauvreté et d'habitat indigne. Voilà à quoi ressemblaient les deux immeubles avant l'effondrement. Au deuxième étage du numéro 65, vivait un jeune franco-péruvien. Il s'appelait Julien Lalonde. Sa mère et sa sœur Aurélie ont décidé de témoigner pour la première fois. Elles ont porté plainte contre X pour homicide involontaire. Oui, regarde, c'est là. Regarde, c'est là. Toutes les deux veulent que justice soit faite pour Julien, pour toutes les victimes. Voilà. Regarde les photos, Lily. Il y en a plusieurs. Repose en paix. Je vous soutiens. Julien avait emménagé à Marseille, rue d'Aubagne, il y a 6 mois pour son nouveau travail. Réceptionniste dans un hôtel du Vieux-Port. Ah, Julien. Une semaine avant le drame, sa mère avait passé un long week-end avec lui à Marseille. Julien fêtait ses 30 ans. Ses amis ont filmé la soirée. On le voit danser avec sa mère, joyeux. Mais la fête n'était pas organisée chez lui car Julien avait trop honte d'accueillir du monde dans son propre appartement. Ce studio, qu'il louait 480 € par mois, sa mère y avait dormi 4 nuits, quelques jours avant l'effondrement. Quand vous êtes venu pour la première fois, la première impression que vous avez eue en rentrant dans l'immeuble, dans l'appartement, est-ce que vous vous souvenez ce que vous vous êtes dit? Ben, j'ai fait part à mon fils de mon inquiétude parce que je ne me sentais pas en sécurité. J'ai dit à mon fils, écoute, cet appartement, j'ai peur de rester parce que je ne me sens pas sûre ici. En rentrant, on a vu que vraiment l'état, c'était lamentable, c'était bon, déjà très sombre, mais aussi sale. Et on voyait des fissures, c'était vraiment, on voyait une construction assez vétuste. Ce lundi 5 novembre, peu avant 9 h, Julien prévient son employeur qu'il va arriver en retard, car il est coincé dans son appartement à cause d'un problème de porte. Il alerte aussi son propriétaire, en vain. Je ne peux pas accepter ni imaginer qu'un jeune de 30 ans doit mourir dans ces conditions. Il était dans une maison, il ne traversait pas la rue, il n'était pas dans une ville où il y a des tremblements de terre. Je ne sais pas, les possibilités qu'il meure assis ou debout dans son appartement, ça sort de mon entendement. Je ne comprends pas. Et je n'accuse pas personne, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Ça va? Ça va? Oui. Comme toutes les familles de victimes, celle de Julien est hantée par des questions aujourd'hui sans réponse. Une enquête judiciaire est ouverte. Le drame aurait-il pu être évité? Des négligences seraient-elles à l'origine de la mort de 8 personnes au 65 rue d'Aubagne? Plusieurs locataires avaient donné l'alerte fin octobre. Comme Sophie, rescapée de justesse. La veille du drame, elle a dormi chez ses parents. Interviewée juste après l'effondrement, elle raconte qu'elle avait remarqué que son immeuble se dégradait à vue d'œil. Ça a été vraiment en fait une succession de différents symptômes en fait du fait qu'il allait s'effondrer, je pense. D'abord, ça a été le mur qui a commencé à se fissurer, à s'incurver dans ma cage d'escalier, le mur de droite. Exaspérée,
la locataire du 5e prend des photos des fissures dans l'entrée. Et surtout, de cette cloison bombée à droite dans la cage d'escalier. Des photos qu'elle envoie immédiatement à son syndic. Je les ai harcelés pendant 2 jours pour qu'ils interviennent. Les pompiers sont intervenus donc le 18 octobre. Ils ont fait une intervention qui a duré environ 4 heures. On a été évacués. Après, la police et les pompiers nous ont dit « Regagnez vos logements, tout va bien ». 15 jours avant la catastrophe donc, c'est la première occasion manquée. Suite aux alertes de Sophie, les marins-pompiers ont bien évacué chaque locataire. Ils décident même d'utiliser leur nacelle, inquiets de l'état de l'escalier. La scène est filmée par le voisin d'en face. Il la diffuse sur les réseaux sociaux avec ce commentaire prémonitoire. Risque d'effondrement en plein centre-ville. Pendant l'évacuation, un expert est mandaté par la ville pour inspecter l'immeuble. C'est la procédure. Il reste 1 heure et rend ce rapport de 17 pages. Il conclut à un péril grave et imminent. Uniquement pour la fameuse cloison bombée au rez-de-chaussée qu'il recommande de consolider. Et pour une petite partie du plancher du premier étage rongé par l'humidité à sécuriser d'urgence. Il n'a pas noté de risque d'effondrement. Il ne fait évacuer que les occupants de l'appartement du premier étage. Les seuls dont la sécurité peut être menacée selon lui. Le soir même, les autres locataires sont donc autorisés à rentrer chez eux. Des travaux commencent immédiatement. À l'époque, le syndic laisse un message téléphonique rassurant à Sophie. Elle l'a conservé. Oui, mademoiselle Dorbeau, bonjour au cabinet. J'ai parlé donc du problème que vous m'aviez signalé à monsieur. Donc tout est ok, hein, les réparations ont été faites, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester dans l'appartement. Merci, au revoir. Sous le coup de la colère, Sophie accuse. Avec le recul, vous en voulez aujourd'hui aux gens que vous avez alertés? Ah mais bien sûr, c'est même pas, je les hais en fait. Ils ont tué mes voisins, donc je veux dire, moi encore je suis en vie, mais eux ils sont pas vivants en fait. Donc je vous parle, c'est horrible ce qu'on vit, mais c'est juste une évidence en fait. Et j'espère que justice sera faite. Les 10 propriétaires du 65 rue d'Aubagne avaient-ils conscience que leur locataire était en danger? Nous avons tenté de leur poser la question. Mais de toute évidence, aucun n'a envie de nous répondre. Nous sommes allés sonner chez eux. On leur a même laissé nos coordonnées. Mais tous se murent dans le silence, suite aux auditions et aux perquisitions liées à l'enquête. Leurs profils sont variés. Des médecins, un élu, des avocats, mais aussi des propriétaires plus modestes. Comme cette retraitée, nous la filmons à son insu. Bonjour madame. Son locataire est mort le 5 novembre sous les décombres. On n'est pas responsable, c'est terminé. Moi j'ai la conscience tranquille. Voilà. Et alors, est-ce que quand vous alliez là-bas, vous aviez l'impression qu'il y avait un gros souci dans cet immeuble? Même pas. Non. Et vous vous en voulez pas de ne pas avoir vu que l'immeuble il était dangereux pour les locataires? Bien sûr. Et si j'y comprends rien, qu'est-ce que j'y passe? J'ai pas la tête de quelqu'un, je suis à 450 € et je suis pas marchande de biens. Il y a l'appartement tout refait, double vitrage. Vous dites que c'est des experts qui auraient dû savoir. C'est des experts, moi je suis pas experte. Moi je suis dans la déco de mon appartement, il est nickel, regarde. À l'image de cette retraitée, beaucoup de propriétaires semblaient peu investis dans la gestion de leur appartement. Ils se disent dépassés par les interminables litiges administratifs qui opposaient le 65 à ses 2 immeubles voisins depuis 5 ans. Au centre, le 65 rue d'Aubagne où ont péri les victimes était donc une copropriété. À gauche, le 63 appartient à Marseille Habitat, c'est-à-dire à la mairie. Il était vide et en partie muré. Comme le 67 à droite,
qui appartient à un syndic. Les 3 immeubles sont en conflit concernant le financement d'importants travaux d'entretien. Nous avons finalement rencontré l'un des rares propriétaires qui a suivi le dossier de près. Il s'agit d'un couple qui possédait un studio au numéro 65. Le 25 octobre, il participe à une ultime réunion d'expertise. Pour la première fois, ses propriétaires visitent l'immeuble d'à côté, le 63, celui qui appartient à la mairie. Selon eux, il est dans un état déplorable. Ce qui se passe, c'est qu'on est rentré dans ce Marseille Habitat une semaine après. Oui, le 25. Personne ne l'avait jamais vu. On ne l'avait jamais vu. Et on s'est tous rendu compte, avocats de Marseille Habitat compris, qu'il y avait un énorme problème sur cet immeuble. Donc celui de Marseille Habitat, c'était le 63. Oui. Et vous êtes rentré dedans physiquement? Oui. On s'est rendu compte, une fois qu'on est sur place, c'est qu'une partie du bâtiment, il n'y avait plus de toit. Oui. Il y avait des poutres qui étaient tombées. Les fameux écoulements d'eau qui étaient la pomme de discorde depuis des lustres avec l'autre bâtiment, étaient une pente comme ça vers notre bâtiment. Donc on a tous vu ça, et je me rappelle de l'avocate de Marseille Habitat qui est venue livide. Moi j'ai des tas de photos. 11 jours avant l'effondrement, c'est une nouvelle occasion manquée. Les photos prises lors de cette visite, réunissant experts, syndics et propriétaires, témoignent du délabrement de l'immeuble. Ils constatent que le plancher du 63 s'est effondré et qu'une partie du toit a disparu. Quand il pleut, l'eau s'écoule jusqu'au sous-sol dans la cave de l'immeuble voisin au 65, imprégnant ainsi les murs porteurs. À cet instant, pourquoi personne ne prend la décision d'évacuer entièrement le 65 ? Bonjour monsieur, je suis Perrine Bonnet, je travaille pour France 2. Nous posons la question au directeur du syndic qui a participé à cette fameuse visite du 25 octobre. D'accord, non mais c'est pour ça qu'on... Il accuse l'expert présent d'avoir sous-estimé le risque causé par l'infiltration d'eau. Ce constat-là, par exemple, il est fait. Il y a bien eu cette réunion le 25 octobre. Vous êtes tous réunis. Mais je l'ai fait descendre dans la cave pour faire constater que les pierres tombaient, que l'eau coulait, le mur était très mouillé, que les canalisations avaient claqué et qu'on était obligé de les changer. Et quand on me répond c'est pas grave, je suis désolé. Tout le monde a regardé en disant mais par où part l'eau quand il pleut, les intempéries qu'il y a eu et que ça peut sortir que dans notre cave. Les experts qui étaient présents ont dit c'est pas grave. Ben, s'ils avaient estimé que c'était grave, ils auraient fermé l'immeuble tout de suite. Ils auraient évacué, ils sont là pour ça. Vous avez un regret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû se passer différemment? Mon regret après coup, c'est que les experts n'aient pas pris en considération ce qu'ils ont vu, ce qui était visible pour tous. C'est ça qui est terrible. Merci. Bonne journée. Ce jour-là, à défaut d'évacuer, de nouveaux travaux sont donc décidés au 65 rue d'Aubagne. En banlieue de Marseille, nous avons retrouvé l'entreprise qui avait été mandatée pour les faire. Elle non plus n'avait pas décelé le risque d'effondrement. Bonjour monsieur. Bonjour. On travaille pour l'émission Envoyé spécial. Le patron est assez loquace. Le matin du drame, ses ouvriers se dirigeaient rue d'Aubagne pour attaquer les travaux. Mais il est trop tard, l'immeuble s'est effondré. La commission du 25, c'était elle, à la limite, qui aurait dû dire « Oh, ces immeubles, il faut les évacuer tout de suite. » C'est voilà qui n'a pas été fait. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais en tout cas, c'est ce qui aurait dû être fait à ce moment-là. C'était ce jour-là et pas un autre jour, quoi. Visiblement marqué par le drame, l'entrepreneur évoque aujourd'hui, ému, une erreur collective. On n'a pas eu la présence d'esprit de penser que ça pourrait arriver. Nous, les experts, les pompiers, les gens qui habitaient dans l'immeuble et tout ça, quoi. Il n'y a pas eu de signe suffisamment avant-coureur pour qu'on dise « Merde, là, ça craint vraiment, il va falloir qu'on dise que ça craint. » Des signes avant-coureurs, il y en a pourtant eu beaucoup. Le 27 septembre 2018, 5 semaines avant le drame,
Un rapport accablant a été envoyé à tous les syndics et à tous les propriétaires des 3 immeubles insalubres de la rue d'Aubagne, dont Marseille Habitat. Les photos et les conclusions sont alarmantes. La façade du 65 s'est affaissée verticalement de 5 à 8 cm. Le mur mitoyen entre le 67 et 65 est fortement gonflé à sa base. Les désordres mettent en péril les immeubles, continuant à évoluer. Une faiblesse structurelle représentant un risque pour les biens et les personnes à court terme aux 65 et 67 rue d'Aubagne. Selon la loi, en cas d'immeuble dangereux, si le syndic ou les propriétaires sont défaillants, la mairie a le pouvoir de lancer en urgence une procédure de péril imminent. Pourquoi n'a-t-elle pas fait évacuer le 65 rue d'Aubagne? La mairie avait-elle connaissance de ce rapport très inquiétant? Julien Ruas est l'adjoint au maire à la prévention des risques. Nous lui apportons ces 75 pages qui sont aujourd'hui au cœur de l'enquête judiciaire. Vous l'avez lu, monsieur Ruas, ce rapport, j'imagine? Je dois vous confesser que non. Mais par contre, je sais qu'il existe. Vous l'avez pas lu? Ah non, je ne l'ai pas lu. Vous savez, moi j'ai eu connaissance de ce rapport 4 jours après l'effondrement des 3 bâtiments. Et je dois vous avouer que depuis le 5 novembre, je suis quand même sur une gestion de crise au long cours. Et en même temps, la justice s'est saisie de toutes ces pièces et c'est la justice qui va nous dire les responsabilités des uns et des autres. Lors de notre interview, l'élu nous affirme qu'aucun expert n'a jamais alerté la mairie d'un quelconque danger imminent sur les immeubles de la rue d'Aubagne. S'ils avaient constaté qu'il y avait un risque structurel, il fallait simplement, pour mettre tout le monde d'accord, solliciter la mairie pour un arrêté de péril. Et là, ça aurait mis tout le monde d'accord sur les travaux qui étaient à faire en urgence. Et si c'est si simple, pourquoi ça n'a pas été fait, en fait? Il faudrait que vous leur posiez la question, mademoiselle, je ne peux pas vous répondre à ça. La mairie assure donc n'avoir rien à se reprocher. Quelques heures après cet entretien, nous avons réussi à joindre l'expert judiciaire qui a rédigé le fameux rapport. Lui affirme exactement le contraire. Il aurait bien alerté la mairie à 2 reprises depuis 2014. Pourquoi vous n'avez pas plus tiré la sonnette d'alarme? J'ai aucun pouvoir, à part celui de signaler les problèmes. Je pensais que de lettres recommandées à la mairie, j'avais fait mon boulot. Surtout que j'ai fait les copies des lettres étaient adressées au syndic. D'accord. Et ces 2 courriers sont restés sans réponse? D'après notre enquête, l'expert a bien envoyé une première lettre recommandée à la mairie. Le 19 décembre 2014, il alertait sans détour. J'ai pu constater que la fondation et le soubassement entre le 65 et le 67 présentaient des signes d'affaissement. Il me semble indispensable d'attirer votre attention sur les risques encourus par les occupants. Le même signalement sera de nouveau envoyé le 20 octobre 2017. Nous nous sommes procuré ce mail qui prouve que les services techniques de la mairie ont répondu à l'expert et ne pouvaient donc pas ignorer qu'il y avait un problème. Nous sommes de nouveau alertés par l'expert dans le cadre de sa mission pour les désordres qui frappent les immeubles. Pourquoi les services du maire, alertés par l'expert, n'ont-ils pas pris d'arrêté de péril? Et pourquoi nous ont-ils affirmé ne pas avoir été informés d'un grave danger? Recontactés, ils n'ont pas répondu à ces questions. L'enquête déterminera s'il y a eu ou pas négligence. Depuis, la ville ne prend plus aucun risque et évacue tous azimuts. La psychose s'est emparée de Marseille
les habitants des taudis ont pris conscience qu'on pouvait risquer sa vie en restant chez soi. Au moindre signalement, des experts sont envoyés sur place. En 3 semaines, 1500 habitants ont ainsi dû être relogés. Et près de 200 immeubles ont été évacués. En attendant de pouvoir regagner un jour leur domicile, les sinistrés sont tous relogés à l'hôtel. C'est là que nous retrouvons Abdelghani, le rescapé qui a filmé son appartement avant qu'il ne s'effondre. Voilà 3 semaines qu'il mène une vie de nomade, ballotté d'hôtel en hôtel. Ce que vous pouvez trouver ici, ce sont des affaires que j'ai achetées, qu'on m'a données. Non, là, effectivement, j'ai vraiment tout perdu. Enfin, après, bon, le matériel. J'ai tout perdu, à part l'essentiel, donc ça va. Abdelghani devrait retrouver un peu de stabilité. Après 3 semaines d'arrêt, rythmé par son suivi psychologique et les démarches administratives, il a repris son travail d'ingénieur informatique. Il espère pouvoir emménager dans un nouvel appartement. On le voit d'ici? C'est juste ici, plus qu'à monter. La mairie lui en a proposé un à 10 minutes à peine de la rue d'Aubagne. L'immeuble est récent et l'appartement paraît en bon état. Mais Abdelghani, encore traumatisé, est plus vigilant que jamais. Vous l'avez examiné un peu sous toutes ses coutures? Moi, ce qui m'avait dérangé justement lors de la visite de l'appart, pour l'état des lieux, c'est ça. C'est en ce moment d'avoir remarqué, d'avoir observé qu'il y avait apparemment quelque chose qui s'était écoulé, un liquide depuis le plafond. Et j'avais demandé justement s'il n'y avait peut-être pas un souci plus haut, donc au niveau de la toiture. Donc, me connaissant, peut-être qu'à une autre époque, je ne me serais pas nécessairement concentré vraiment dessus, mais oui, toute évidence, donc un peu marqué, qu'on le veuille ou non. Abdelghani sait qu'il aura besoin de temps pour aller mieux. Lui qui a vécu la mort de ses voisins et échappé de peu à la sienne. Pensez que vous allez vous sentir en sécurité ici? Honnêtement, il faut que je me force. Il faut que je me force à vivre de toute façon. De leur côté, la mère et la sœur de Julien poursuivent leur combat en justice pour qu'un jour les responsables soient condamnés. Bonjour, Maître O'Brien. Enchantée. Viviane à la Londe. Ce jour-là, à Marseille, elles rencontrent leur avocate pour la première fois. Merci beaucoup, madame. Oui, d'accord. Vous avez des procès-verbaux. Et j'ai 4 documents que j'aimerais pouvoir... j'ai la clé USB. On va les regarder. La famille de Julien s'est constituée partie civile pour avoir accès au dossier. C'est un long combat judiciaire qui commence pour vous aujourd'hui? Ah oui, et moi je ne baisserai pas les bras. Pas du tout. Parce que ce serait oublier mon fils. Et lui, il est là. Donc pour lui, j'irai jusqu'au bout. Les familles des 8 victimes vont devoir patienter des années avant un procès. Une centaine d'auditions, 50 perquisitions ont déjà été menées. Des milliers de documents sont épluchés en ce moment par les enquêteurs. L'analyse des décombres n'a toujours pas permis d'établir les causes précises de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.